Bonjour tout le monde, mon nom c'est Julie Rochelot, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. J'habite à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée en tant qu'outil pédagogique et véhicule pour la science et le partage du savoir en général. C'est un outil auquel c'est pas tout le monde qui pense, alors que c'est quand même très versatile et efficace, que ça permet de rejoindre vraiment toutes sortes de publics. Donc, ce que je vais faire avec vous, en fait, c'est pas un atelier sur comment faire la bande dessinée. Je vais pas non plus faire l'historique de ce médium-là, même si on va en parler un tout petit peu. C'est vraiment pour vous donner le goût, en fait, pour ceux qui connaissent moins, peut-être découvrir. Ceux qui connaissent déjà, peut-être l'utiliser au sein de leur propre recherche, de leur propre communication. Très brièvement, avant d'aller plus loin, quelques mots sur moi. Donc, je suis dessinatrice, évidemment. Je travaille avec des scénaristes, des écrivains, toutes sortes de collaborateurs fantastiques sur des albums de BD, des romans jeunesse, un peu de magazines, mais vraiment des projets qui partent un peu dans tous les sens. C'est souvent de la fiction qui touche un peu à tous les genres, action, aventure ou histoire plus réaliste. Mais je m'intéresse beaucoup en parallèle à ça, justement, à étudier tous ces outils-là, ces outils de narration-là, dans le cadre justement de la science puis du reportage. Et je suis une avide lectrice de ce genre-là. Donc, je suis là pour partager ça avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par cette image qui est l'image qu'on a utilisée pour la fiche en fait, du webinaire à l'Université du Québec à Rimouski. C'est un projet personnel, donc c'est pas relié à une recherche en particulier, c'est vraiment libre d'interprétation. Je vous la montre quand même parce qu'elle est fortement influencée par les images qui viennent après. Alors ici, c'est une lithographie d'Ernest Haeckel, qui est un chercheur naturaliste et artiste allemand de la fin du 18e, début du 19e, pardon, la fin du 19e, début du 20e siècle. Bon, il y avait différents artistes scientifiques comme Audubon qui avait essayé de dessiner tous les oiseaux d'Amérique du Nord. Il y a aussi beaucoup d'images justement libres de droit de ces belles lithographies, ces gravures, ces aquarelles-là qui devaient être publiées dans les encyclopédies à l'époque. Je me sers de ces images-là pour faire un premier lien entre l'art visuel puis la science et l'éducation. Bon, évidemment, avant le partage du savoir de l'art, avant l'imprimerie, c'était vraiment c'était réservé à l'élite et le peuple qui, très souvent, ne savait pas lire. On lui parlait juste avec des images. Et ensuite, après, quand les livres sont apparus, ensuite les journaux et plus tard, il y a eu les écoles gratuites, bien là, il y a vraiment une démocratisation du savoir puis un besoin de partager les connaissances vraiment à un plus grand nombre de personnes de façon plus rapide, à un public aussi beaucoup plus diversifié qu'avant. C'était plus juste les messieurs de l'élite, c'était aussi les femmes, c'était les différentes classes sociales, c'était les enfants, les religieux, les laïcs, à peu près toutes les variantes démographiques qu'on peut imaginer. À ce moment-là, l'image était vraiment là pour démontrer, pour montrer la réalité le plus fidèlement possible. Et les artistes étaient d'ailleurs, la plupart du temps, eux aussi, dans ce cadre-là, bien sûr, la plupart du temps, les artistes étaient aussi des scientifiques qui mettaient justement leur rigueur scientifique bien avant leur licence artistique. Avant la photographie, évidemment, ça servait à montrer la nature telle qu'elle est, ou en tout cas peut-être sous une forme idéalisée, mais disons en essayant d'être le plus objectif possible, plus ou moins, on va y revenir. On s'en sert encore, on s'en servait à l'époque, puis on s'en sert encore aujourd'hui aussi pour ça, présenter des concepts abstraits ou plus difficiles à vulgariser, que ce soit par le biais de la métaphore ou du schéma, comme la fameuse pointe de tarte, des graphiques comme ça qui nous aident à visualiser et à mieux comprendre des données qui sont vraiment intangibles. Alors, on était vraiment à l'époque dans un cadre où, a priori, l'image, aussi belle soit-elle, servait d'abord et avant tout à montrer, mais même dans un cadre académique, euh, l'image, elle pouvait servir aussi à provoquer de l'enthousiasme, pour, on voulait être lu, les gens s'intéressaient à la science, il y avait une certaine effervescence, on voulait émerveiller, on voulait faire voyager, fait que, tu sais, il y a toujours quand même une petite licence artistique qui s'y glisse. Et évidemment, malgré la plus grande rigueur scientifique du monde, ça finit toujours par être subjectif en quelque part parce que même en science, n'importe quel projet est fixé dans une époque, dans une société.
la personne, le chercheur ou l'artiste a reçu un certain type d'éducation, puis une certaine approche idéologique quant à l'éducation, puis aux choses qu'il tente de démontrer ou de faire connaître. Et de la même façon, ben, c'est ça, l'image est très influente à ce niveau-là, mais c'est un reflet de la société. L'image influence et se fait influencer en même temps dans le cadre dans lequel elle est. Tout est une question de contexte. Une image est forte quand elle est dans un certain contexte. Et donc, évidemment, la science comme l'image, ça peut véhiculer des idées fausses. Je n'ai pas besoin d'en nommer, on peut sûrement chacun se trouver plein d'exemples d'erreurs qui ont perduré très longtemps dans l'inconscient puis dans l'imaginaire collectif. Puis encore aujourd'hui, il y a bien des choses qu'on croit que dans le futur, nos descendants ne reviendront pas, des trucs qu'on pouvait se faire croire, puis comment qu'on se représentait le monde. Donc, tout est relatif, n'est-ce pas? Donc, mais là-dessus, je vais paraphraser Joe Sacco, de qui on va reparler un peu plus tard, qui me dit que ben, les faits et la subjectivité ne s'excluent pas mutuellement. Et c'est aussi ce qui fait que de raconter, de partager le savoir sous forme de récit et sous forme d'image, sous forme de bande dessinée, ça peut être très, très fort, justement. Bon, en affiche, en éditorial, c'est l'inverse. En fait, on est vraiment dans le commentaire. Le biais est assumé. On veut une réponse émotionnelle, plus que rationnelle, peut-être. Et on est souvent dans l'abstraction. Ça, c'est des illustrations qui servent en amorce souvent d'articles scientifiques. Et là, on ne cherche pas du tout à montrer la réalité, on cherche à véhiculer une idée. Souvent, l'artiste ne se cache pas ne s'empêche pas de donner son opinion. Ça vient souvent compléter le titre d'un article scientifique. Ça peut servir aussi pour de l'affiche, pour faire des campagnes de sensibilisation. C'est souvent des images, justement, qui ne sont pas, même s'ils sont très belles esthétiquement, c'est pas fait pour être décoratif. Il y a vraiment un message, elles sont faites pour c'est ça, envoyer un message fort. C'est un vrai travail de synthèse parce qu'en une seule image, il faut pouvoir dire beaucoup. Donc, on va regarder quelques-unes que j'ai prises au magazine de Québec Science, en fait. Ici, on a l'illustrateur Vig qui a illustré l'article Un code d'éthique pour les chercheurs. C'est un article de Normand Baillargeon. Sous-titre Comment peut-on préserver l'intégrité de la recherche? Un autre exemple, Est-ce que le hasard existe en science? Autre article de Normand Baillargeon. Alors, une image toute simple, mais dans ce cas-ci rigolote. Et ici un peu plus, peut-être un peu plus engagé. L'article s'appelle Le vrai climato-réalisme de Jean-François Clich. Je t'en lis un petit extrait. Comme à peu près plus personne ne prend au sérieux les gens qui nient l'existence des changements climatiques, les climato-sceptiques se disent maintenant climato-réalistes. Et ce sont désormais les conséquences du réchauffement qui sont niées ou décrites comme bénignes, voire positives. Alors, on voit ici que Vig n'a pas boudé son plaisir de ridiculiser la personne les personnes qui se disent climato-réalistes en les montrant baignant parmi les poissons morts complètement inconscients avec leur martini. Donc, on continue avec Démêler le vrai du faux de Normand Baillargeon. On est toujours dans le magazine Québec Science. Il y a probablement un article justement sur les fake news puis comment faire démêler le vrai du faux. Bref. Et une dernière qui n'est pas de Vic, celle-ci, c'est de Sébastien Thibault. Les obèses sont-ils bien soignés? Les préjugés envers les personnes obèses affectent la qualité des soins de santé qu'elles reçoivent, par Mélissa Guillemette. Alors, bon, ça, c'est un thème, justement, où c'est pas évident du tout à illustrer. Et là, pourtant, avec une seule image, le message est très clair, l'image est forte. Donc, c'est ça le penchant, si vous voulez, un peu plus émotif, pour le dire simplement, aux illustrations vraiment qui servaient à démontrer la réalité que je vous ai montrée tout au début. Ces images-là qui cherchaient vraiment à donner des réponses, en fait, aux gens.
Alors qu'ici, dans l'éditorial, dans l'affiche, on est vraiment plus dans poser davantage de questions. Donc, c'est une nuance que je trouve intéressante et ça nous amène à commencer à parler de bande dessinée. Enfin, ça, c'est une planche que j'ai faite dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Ceci n'est pas une pub, dans le cadre du Festival de Québec en toutes lettres en 2019. Alors là, on avait vraiment beaucoup de contraintes parce que c'est une planche, un format carré. On n'a pas beaucoup de place pour développer, en fait. Donc, on reste encore vraiment dans le commentaire. Là. On n'est pas encore dans le partage du savoir, mais on est dans le commentaire, on est dans le questionnement. Ça pourrait être utilisé encore comme une amorce. C'est le début de quelque chose. Donc, la bande dessinée, ce que c'est, finalement, c'est un langage, dans le sens que c'est un amalgame de plusieurs éléments, visuels, narratifs, notions de rythme, le texte, le dialogue qui n'est pas toujours présent, les conventions aussi de bande dessinée, phylactère, case, tout ça, c'est pas toujours présent non plus, ça peut vraiment prendre plusieurs formes. La couleur, le symbole, la forme, tout ça, en fait, ben, forme ensemble un tout. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que justement, la bande dessinée, c'est plus que la somme de ses parties. Juste pour donner un petit exemple, si on fait un lien avec le cinéma, ben on sait très bien que le cinéma, c'est pas du théâtre filmé par-dessus lequel on met de la musique. Il n'y a personne qui pense ça. On sait tous que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiqué et très multiple et varié là, comme langage. Ben, la bande dessinée, c'est un peu la même chose. C'est pas du texte décoré. Euh, c'est quelque chose d'autre. Ses atouts, pour en venir à ses atouts en tant qu'outil pédagogique, ben, c'est qu'on peut tout y mettre. Ce qu'on a dit tantôt, le commentaire et le fait scientifique et la représentation réaliste, tout ça peut rentrer dans la même bande dessinée. Le schéma explicatif, le diagramme très concret peut côtoyer la métaphore puis la poésie. Les deux sont compatibles. Les trois, les mille éléments sont compatibles au sein d'une bande dessinée. Après, ben, il y a toutes sortes de figures de style imagé aussi. On peut rajouter de la profondeur en ayant un décalage entre l'image puis le texte puis le ton. Euh, le style visuel, là, ça, c'est infiniment varié. Il existe autant de styles qu'il existe d'auteurs de BD, mais ce que ça fait, c'est que ça vient donner une personnalité unique au projet. Euh, la bande dessinée, ça permet aussi de diffuser vraiment très largement. Puis évidemment, élargir son public, toujours une bonne chose, je crois. Bon, il y a un grand choix de supports. On peut faire des albums, évidemment. Aussi, on peut être publié en magazine, sous forme de série ou sous forme de one-shot. Il y a le blog, il y a des applications. On peut attaquer la forme courte, la forme longue. Il y a vraiment un grand choix. Évidemment, la forme et le genre, euh, l'enquête journalistique, le journal de bord, la capsule humoristique, docu-comédie, la fiction documentaire. On peut se mettre en scène, on peut ne pas se mettre en scène. On peut être sur le terrain. On peut être partout. Puis si on n'y est pas, on peut créer le personnage qui va y être à notre place. Le ton peut être satirique, humoristique. On peut rester dans le très académique aussi, le très proche des faits. C'est vraiment personnel. C'est vraiment, on y va avec notre tempérament, puis qu'est-ce qui sert mieux notre propos selon nous à ce moment-là. Euh, on peut être engagé ou non, on peut être divertissant, touchant, provoquant, tout ça. Et les formes que peuvent prendre le récit, en fait, c'est le récit et la bande dessinée, l'effet que ça a, c'est que ça humanise et ça rend vraiment concret et accessible un sujet qui peut être très niche, très pointu. Ça peut être un thème, un questionnement. Dans tous les cas, là, on le rend accessible, on lui donne un visage, on lui donne une voix, on lui donne une personnalité. Euh, ça peut être très précieux en communication. Ça crée de l'empathie, mot important, empathie. Ça permet de développer une plus grande proximité avec notre lecteur, en fait. Ça lui fait vivre quelque chose. Il se sent plus impliqué. On revient à l'empathie. Il peut suivre le chercheur dans sa démarche, il peut apprendre en même temps. Ça peut être un peu, justement, dans le cas d'un journal de bord, ça peut être qu'on
qu'on amène avec nous dans notre réflexion, dans nos remises en question, notre lecteur ça va l'aider à comprendre les motivations, les enjeux. Ça peut être une approche très, très efficace aussi. Puis en se mettant en scène aussi, on a la possibilité d'être plus direct, franc et honnête par rapport justement aux limites de nos connaissances, les limites que la recherche peut avoir, puis justement à ce fameux biais qu'on a, qu'on le veuille ou qu'on ne veut pas, là au moins on peut l'assumer et le lecteur comprend aussi justement l'humanité derrière toute la recherche et la quête en quelque part. Puis en bonus avec tout ça, ben, c'est excellent pour la mémoire. Euh, vraiment de mettre des noms, des visages, des images, des contextes, un autre mot super important, ça nous permet de beaucoup plus facilement se souvenir de ce qu'on apprend et de mieux le partager par la suite. Bon, il y a quand même des points négatifs, c'est que c'est très long à faire de la bande dessinée. Souvent, on ne peut pas tout raconter. Ça devient, tout comme l'illustration éditoriale, ça devient un travail de synthèse. Donc, il faut vraiment faire des choix. Et je dirais que ce qu'on choisit de ne pas montrer, c'est aussi important que ce qu'on choisit de montrer finalement. Donc, c'est vraiment un exercice d'économie de moyens en quelque part, mais qui, à la fin, c'est ça, ça fait la synthèse, ça rend le message plus efficace, en fait, pour le partage, n'est-ce pas? Donc, ces contraintes physiques-là, finalement, en font comme un véhicule vraiment bien adapté pour le partage au grand public. Bon, dernière étape, parce que la lumière baisse chez nous aussi, on va regarder des exemples. Beaucoup de ces exemples-là, c'est plus orienté en quête journalistique que recherche scientifique. Mais c'est les mêmes outils, essentiellement, qui sont très adaptables selon nos besoins. Et surtout, moi, je dirais, selon le tempérament de chacun. Hein? Quelque part, il faut trouver notre voie. Et puis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je commence en passant vite sur l'aspect jeunesse parce que je considère que c'est quand même déjà assez bien connu. Avec des magazines comme Les Débrouillards, que tout le monde connaît, dans lequel il y a beaucoup de bandes dessinées. On sait que bande dessinée jeunesse, souvent, ça va de pair. C'est même un stéréotype duquel beaucoup d'auteurs essayent de défaire, mais n'empêche que c'est très efficace auprès des jeunes, la bande dessinée. Curium, pour les plus vieux, avec la belle couverture d'Axel Lenoir, ça c'est plus adolescent. Et dans la même veine, mais ailleurs qu'au Québec, on a Topo, et qui est un magazine, c'est une revue d'actualité entièrement en bande dessinée, en fait. C'est fait par le même groupe qui font la revue dessinée, dont je vais parler un peu plus tard. Donc, c'est ça, c'est vraiment des sujets d'actualité hyper pertinents et c'est super intelligent et c'est très beau, les styles sont très variés, c'est tout en bande dessinée. Donc, pour les moins de 20 ans. Ensuite, on a la petite, pour les un peu plus jeunes, c'est ça, la petite série chez Le Lombard de Hubert Reeves. Il y a 3 livres. Il y a la biodiversité, les océans et les forêts. Donc ça, c'est très cute, poétique. C'est super bien expliqué, évidemment. On ne prend pas les enfants pour des épais. C'est contemplatif. Donc, c'est des beaux petits livres pour sensibiliser les jeunes justement à la beauté de la nature, à la beauté du monde. Alors, c'était un très, très rapide survol pour la BD scientifique jeunesse. Maintenant, différentes formes pour s'adresser aux adultes. Il y a la préférée de tous, Marion Montaigne avec son blog « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même ». Alors, des sujets, souvent des sujets d'actualité, mais des fois, c'est des trucs assez obscurs puis assez pointus. Là, on est vraiment dans l'humour. Des fois, c'est un peu trash. Les jokes, il y en a plein de jokes à la seconde et pas toujours en lien avec le sujet, mais l'humour, c'est excellent pour la mémoire, je dirais. Et puis de toute façon, les faits sont là, ils sont clairs. L'humour, c'est juste comme il y a un petit peu l'emballage.
qui rend le sujet le plus amer et ça le rend très, très digeste, en fait. Et elle c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans la vulgarisation scientifique. On va en reparler d'ailleurs tantôt. Et elle cite toutes ses sources à la fin de ses posts. Il y a vraiment toutes ses références, puis des vidéos, puis des articles pour en savoir plus. Donc, c'est très bien fait et c'est très populaire d'ailleurs. C'est vraiment le fun. Ensuite, il y a le magazine Nouveau Projet, qui est un magazine de culture et société, qui à chaque numéro, il y a un beau BD reportage. Et sur des sujets vraiment variés, je vais vous parler du mien, de celui que j'ai fait, mais il y a sur les couples d'habitation, sur les drogues hallucinogènes, sur vraiment, ça varie, ça va dans tous les sens, c'est toujours des nouveaux artistes, des nouveaux collaborateurs. Moi, celui que j'ai fait, c'est en collaboration avec Sylvain Lefebvre, qui était professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM. Et notre BD s'appelle Sauver le monde par prélèvement automatique sur les processus de collecte de fonds des ONG. On a seulement 11 pages, ce qui est très, très court pour aborder des sujets, pour écrire des volumes et des volumes. Mais c'est utile ce genre de petits reportages-là parce que justement, ça aborde des sujets que beaucoup de gens, ça leur aurait même pas traversé l'esprit de s'intéresser à ça. Mais parce que c'est offert sous cette forme-là, ils vont prendre le temps de lire une bande dessinée de 11 pages. Et c'est utile parce que justement, ça nous permet en peu de temps de défaire certaines idées préconçues, justement. Dans ce cas-ci, par rapport au processus de collecte de fonds où va l'argent. Alors, pour dire peu de choses en peu d'espace, on a opté pour une fiction documentaire. Alors, Sylvain a créé le personnage de Alice, 28 ans, qui fait du recrutement pour un genre de médecin sans frontières fictif, dans ce cas-ci. Alors, on la voit rencontrer les gens sur la rue, c'est un peu d'avance lequel va signer, lequel va peut-être pas signer. On essaie de comprendre un peu à travers elle, justement, l'attitude que les gens ont un peu vis-à-vis ce genre de recrutement-là, mais aussi les ONG un peu plus en général. Puis elle se demande aussi, et en plus c'est l'hiver, hein, puis elle fait ça dehors, à quoi ça sert tout ça? Elle se pose des questions, où va l'argent? On est peut-être un peu idéaliste des fois, et d'autres fois on est au contraire très nihiliste ou pessimiste. Alors là, au moins, avec cette bande dessinée-là, on essayait de répondre un petit peu plus franchement à qu'est-ce qui se passe au juste. Ensuite, on a rapidement la revue dessinée dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure. C'est la même gang que la revue Topo, mais là, on est vraiment pour les adultes. Alors, rapidement, je vous fais ça juste pour montrer tout l'éventail des styles qui sont utilisés. En fait, c'est des sujets extrêmement variés, comme dans un seul numéro, il y a le ritalin, Amazon, l'agriculture, puis plein d'autres affaires comme ça. Il en sort un par saison, si je ne me trompe pas. Et vraiment bien fait. Encore une fois, une grande variété aussi d'approches. Il y a souvent des exclusivités sur leur site web, ça peut valoir la peine d'aller jeter un coup d'œil. On passe maintenant à des albums, donc plutôt dans la forme longue. Je vous ramène Marion Montaigne avec on l'aime beaucoup, Marion Montaigne. Avec Riche, pourquoi pas toi? C'est une enquête sociologique. La sociologie, ça, c'est un autre thème qui n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Ça parle de la bourgeoisie, des riches, des classes sociales. Ça démystifie beaucoup de choses et c'est absolument désopilant. Et elle a travaillé en collaboration avec deux sociologues, justement, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Vraiment intéressant. Je le recommande. On continue avec encore Marion Montaigne. Qu'est-ce qui se passe? Dans la combi de Thomas Pesquet. Alors, on suit l'astronaute Benoît Pesquet pendant 7 ans. Donc, on apprend d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait avant de devenir astronaute, pourquoi il voulait devenir astronaute, comment il est devenu astronaute, pourquoi lui et pas un autre, qu'est-ce que sa famille en pense, qu'est-ce qui arrive après, tout ça. Les astronautes, on les voit tellement comme des héros. Peut-être que c'est un peu spécial de le voir comme ça. C'est du style Marion Montaigne, hein, donc c'est très, très cartoony. Mais encore une fois, on apprend tellement et c'est très, très drôle. On poursuit avec Faire campagne, Joie et désillusion du renouveau agricole au Québec, Rémi Bourdillon et Pierre-Yves César. Alors, ça parle
des gens, des jeunes familles qui vont s'installer justement à la campagne. C'est le rêve d'avoir une terre, les grands espaces, la tranquillité. Ça parle à vraiment beaucoup de monde, donc n'est-ce pas? Mais ben c'est ça, jouer des illusions. Là, c'est pas une bande dessinée qui parle d'astronautes, là, donc peut-être un sujet, encore une fois, perdu qui a beaucoup à gagner à être présenté comme ça en bande dessinée, mais vraiment bien fait parce que ça parle de règles, de lois, de taxes, de syndicats, de quotas, des choses qui sont très abstraites pour moi, la petite citadine, ou en tout cas, j'ai jamais essayé d'avoir une ferme, mais ça a l'air de beaucoup de mots de tête. Et justement, ça pourrait être très, très difficile à comprendre. Alors que là, on est vraiment dans le témoignage. Ce sont les gens qui eux-mêmes, qui nous expliquent chacun leur expérience, leur anecdote, leurs problèmes, la façon dont ils essaient de s'en sortir. Finalement, la situation est vue à travers les yeux de plein de monde, justement sous la forme de ce document-là, de ces témoignages-là. C'est vraiment intéressant. Il y a un petit peu d'humour, un petit peu de fantaisie, comme j'aime bien la mafia des poulets ici. On va continuer avec un autre livre qui est lourd en témoignages. C'est La Terre de Joe Sacco. Joe Sacco, comme je le disais au début, est un incontournable. C'est un journaliste, c'est un auteur américain qui fait ses reportages sur les lieux. Donc, il y va, puis il se met aussi en scène dans ses bandes dessinées. Il va poser des questions, il va observer, puis il va nous expliquer sa démarche. Donc, généralement, c'est des assez grosses briques, mais même s'ils ne sont pas si épais que ça, c'est vraiment la densité du texte et des images. C'est riche, 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 riche. Donc, Payer la terre, ça parle d'Aînés, c'est un peuple autochtone des territoires du Nord-Ouest. C'est eux ces communautés-là qui viennent témoigner, c'est ça, des ravages du colonialisme, de l'exploitation de l'or, de l'exploitation du pétrole sur leur terre, des enjeux humains, économiques, environnementaux, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de matière. C'est ça. Puis, il y a chaque personne n'a pas la même approche. C'est des enjeux écologiques sur leur souveraineté économique, comment l'obtenir enfin, sur la préservation de la culture, tout ça. Ils n'ont pas tous la même approche, puis ils ne sont pas tout le temps d'accord, mais ils ont tous des arguments valables. C'est le genre de livre où à chaque fois qu'on commence à répondre à une question, on s'en pose 10 nouvelles. Vraiment, je peux pas dire complet parce que c'est impossible de faire un livre qui ferait le tour de ces questions-là. Mais disons vraiment beaucoup de matière très intéressante. Puis en tant que Canadien, on devrait, ne serait-ce que pour ça, là, on devrait tous lire ce livre-là. On poursuit avec Algues vertes, l'histoire interdite de Inès Leroux et Pierre Vanhove. Donc, ça, c'est une enquête de terrain sur un désastre écologique qui a lieu en ce moment en Bretagne, une vraie crise sanitaire. En fait, il y a beaucoup d'algues vertes qui s'échouent sur les plages et qui, en pourrissant, dégagent des gaz vraiment toxiques. Il y a eu des animaux et des êtres humains qui en sont morts. Et ce qui est inquiétant aussi avec cette histoire-là, c'est que il y a un silence total de la part des autorités. En tout cas, c'est vraiment fascinant et inquiétant aussi. Je vais vous parler de The Inkling, qui est un collectif basé en France et dont le but est de créer des ponts entre les artistes de la bande dessinée et les organisations qui sont engagées dans des causes sociales, environnementales, humanitaires. Donc, c'est ça, les artistes, ils vont aller travailler avec ces organisations-là, pas tout le temps, mais souvent même sur le terrain, sur place. Et puis, ils vont être là pour témoigner, pour expliquer, pour ensuite aller informer le public. Puis en gros, vraiment soutenir les efforts de ces organisations-là par le biais justement de la communication puis de l'éducation. Alors, ensuite, ils vont faire des albums, des formations, des ateliers, des expositions. C'est vraiment super intéressant, leur projet. J'ai 2 exemples. Il y en a, c'est une bande dessinée qui est dessinée qui est destinée au public, mettons, européen, américain, puis qui témoigne du quotidien des équipes puis des patientes dans une maternité en Afghanistan. Donc, c'est pas banal.
Et vraiment, il y a une autrice qui est allée là-bas pour vraiment sketcher puis voir comment ça se passait. Le deuxième exemple, c'est un guide de premiers soins psychologiques. Et ça, c'est en train d'être fait, c'est en cours, là. C'est pour la population des Caraïbes, qui, eux, font souvent face à toutes sortes de catastrophes naturelles, donc des inondations, des ouragans, des tsunamis, des tremblements de terre. Donc, souvent, ben, beaucoup de destruction, beaucoup de blessés, des équipes médicales débordées à s'occuper de ces blessés-là. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont physiquement indemnes, mais mentalement, ont un traumatisme, ils font des dépressions, évidemment, ils ont tout perdu, ou ils ont perdu un être cher, ou c'est juste l'événement lui-même n'est pas banal, n'est-ce pas? Alors, ben, c'est ça, c'est un petit guide de premiers soins pour au moins donner quelques outils, quelques clés aux gens pour qu'ils s'assurent que leur chum, leur blonde, leurs voisins, leurs parents, est-ce qu'ils vont bien, puis qu'ils s'entraident comme ça, que les gens ne restent plus démunis avec leur traumatisme, qu'ils ne restent pas tout seuls là-dedans finalement. Donc, un très beau projet. Je vais terminer en vous montrant ce petit livre que j'aime beaucoup, Le Petit Guide du plan Nord de Michel Hellman, qui n'est pas un ouvrage scientifique. C'est en quelque sorte un carnet de voyage dans le Grand Nord du Québec. Et Michel Hellman est allé là parce qu'il en fait, il remettait en question beaucoup la légitimité du plan Nord. C'est un petit livre qui date de 2013, donc c'était tout frais. Et c'est vraiment, c'est ça, il voit ça comme une grande intrusion dans les derniers territoires vierges. Son but, là, c'était pas de faire un constat détaillé, vraiment pas, avec des preuves à l'appui. Lui est allé pour ce qu'on montre, on n'a pas besoin de le dire, dans le fond. Et il dit lui-même dans son introduction que ce guide est autant un guide que le plan Nord est un plan. Et finalement, le livre, c'est simplement des paysages comme ça. C'est magnifique. C'est sombre, c'est froid, on sent l'espace. Certaines personnes pourraient trouver que c'est un peu lugubre, un peu sombre, mais c'est pas juste un témoignage de la beauté de ce qu'il y a là-bas, en fait, c'est que ça devient vraiment intéressant quand on sait que chaque dessin est fait à partir d'un sac poubelle découpé. Donc, ce qui fait la force d'une image, la force d'un mot, c'est son contexte. Et ça, c'est pas de la recherche scientifique, mais c'est de l'image forte et ça peut très bien être mis au service du partage des connaissances et du savoir. Ça peut être mis au service de la recherche quand une question est posée, parce qu'ici, on pose vraiment une très bonne question, une question importante. C'est ça, c'est le début de tout. Là. Je vais conclure là-dessus et je vais maintenant répondre aux questions qu'on a laissées pour moi. Parce que la lumière décline beaucoup, il fait vraiment noir maintenant chez nous. Alors, première question vient de Julie. Comment fonctionnes-tu quand tu travailles avec des scientifiques? Quels sont les échanges entre vous? Comment obtenir un consensus entre la véracité des résultats scientifiques et le rendu final qui doit être une image percutante? On l'avait bien dit aussi, c'est pas les deux ne sont pas antagonistes, les deux ne sont pas des ennemis là. Donc l'artiste fait confiance aux scientifiques en fait pour la rigueur de sa recherche puis la véracité des faits, des données. Puis le scientifique, ben pareil, il fait confiance à l'artiste, puis à sa sensibilité, puis à ses choix. Mais évidemment, c'est pas chacun de sa base, ça reste un travail d'équipe, donc on échange, on jase, on fait faire des propositions, évidemment. Et puis, ben, l'un comme l'autre, c'est leur légitimité est en jeu. Il faut faire une bonne job, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on vérifie les faits, on vérifie les références pour, c'est ça, comment qu'on veut représenter, quelle est la meilleure façon de représenter telle chose, tel événement, tel contexte, bon, tel personnage. Beaucoup de questions à se poser, mais comme dans tout projet collectif, je dirais. Là. Après, ben, c'est ça, on vérifie, on vérifie, on vérifie, on vérifie. On demande des avis, on demande des consultants, puis on est honnête. Voilà.
Euh, Pierrot demande, y a-t-il des exemples d'illustrations ou de bandes dessinées qui traitent de questions scientifiques précises? En général, elles concernent surtout les grandes questions sociétales. Euh, je sais pas si je comprends vraiment bien ta question. Par question scientifique précise, euh, ben, même quand on s'adresse au grand public, bon, les sujets et les questions abordées peuvent être vraiment très pointus, puis être poussés assez loin. Après, c'est toujours... euh, si tu parlais mettons, une publication à l'interne pour des chercheurs d'un domaine donné, puis que c'est pas pour le grand public, là, je te dirais que, faisant partie du grand public, je ne connais pas de telles publications. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais j'en doute un peu parce que, à cause de toutes les contraintes de temps et le financement et tout ça, je veux dire, peut-être que ça serait vraiment trop laborieux de faire une grosse publication de recherche très très poussée. Cela dit, ça peut être un objet hybride aussi. Peut-être que la bande dessinée peut être là pour venir expliquer autrement euh, certains concepts dans certains domaines qui fonctionnent mieux par l'image que par les mots. C'est possible. Cela dit, vite comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Mais sinon, si tu parlais de ce qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde, ben là, les exemples sont vraiment innombrables. Euh, Dernière question de Madeleine Zoé. Par quoi commencer au moment de se lancer dans une illustration? Comment procéder? Quelles sont tes méthodes? Ben là, il y a vraiment autant de manières puis de méthodes qu'il y a d'artistes, en fait. Dans mon cas, en fait, c'est vraiment rare que j'ai une idée claire de où est-ce que je m'en vais. Euh, Ça se construit plus au fur et à mesure. Faut imaginer comme si c'était une image très très floue qui va se préciser peu à peu et non pas voir ça comme une image toute faite qui sort d'une imprimante. Bon, comment se précise mon image? Ben, c'est ça. J'essaye des choses. Euh, je je prends des décisions. Je fais beaucoup de sketchs au départ. Je choisis les meilleurs. J'essaie de les peaufiner. Des fois, je peux travailler longtemps sur un truc puis finalement le laisser tomber. Euh, c'est ça. C'est du cogitage, du remanchage. Puis, à un moment donné, on finit par faire des liens. Puis, quand ça commence enfin, quand l'idée commence enfin à éclore, ben là, on est content. Puis, ça finit par se préciser assez vite. C'est un peu abstrait, je sais comment que je réponds à ça, mais tu sais, le processus créatif, c'est toujours un petit peu mystérieux, là. Euh, Sinon, d'un point de vue vraiment technique, par contre, ben là, je dessine traditionnel crayon, encre en général, des fois les deux, des fois l'un ou l'autre. Ensuite, je scanne et je fais la couleur ben, sous Photoshop parce que c'est beaucoup plus flexible. On peut faire plusieurs essais sans voir recommencer au complet. Puis, bon, c'est ça, ça économise beaucoup de temps. Je fais aussi de la couleur directe au crayon, à l'acrylique, aux encres colorées. J'aime beaucoup ça, mais c'est vraiment quand j'ai le temps et pour moi, plus que quand je travaille pour des contrats ou des commandes. Alors voilà, merci beaucoup à tous.